Combien coûte le Ford Escape 2023 qui se voit passablement remanié cette année? Nouvelle gamme, nouvelle version, retouche esthétique considérable et je pense que c'est réussi sur le plan esthétique. C'est un véhicule qui n'a pas fait l'unanimité à son arrivée lors de la présentation de cette dernière génération. Un véhicule à vocation plus urbaine qui est moins costaud que les précédentes générations sur le plan esthétique parce qu'évidemment, on est arrivé sur le marché avec le Bronco Sport qui partage les mêmes éléments techniques que l'Escape, mais qui a un look un peu plus baroudeur, un peu plus aventurier. D'ailleurs, on va aussi multiplier les versions du Bronco Sport cette année et on attend une version hybride du Bronco Sport qui devrait arriver vers 2024. Alors, Ford veut mettre beaucoup d'emphase sur ces deux produits-là, mais les distinguer davantage. On veut faire de l'Escape un véhicule un peu plus sportif, un peu plus polyvalent que ce que ça a été dans le passé. Et c'est la raison pour laquelle on arrive cette année avec plusieurs versions. Donc, modèle de base Active, 3 déclinaisons d'un modèle ST-Line qui utilise soit le moteur 2 litres ou soit la version hybride. Et finalement, au sommet de la gamme, cette version hybride rechargeable. Et il faut savoir que pour 2023, il n'y a qu'une seule version hybride rechargeable tout équipée. Elle se situe au sommet de la gamme, c'est la plus coûteuse et c'est visiblement celle qu'on veut le moins pousser du côté de chez Ford. Parce que l'hybride rechargeable n'a pas connu le succès escompté jusqu'à maintenant. On en a vendu 6100 au Canada depuis le début de l'introduction de l'Escape hybride rechargeable, qui, je le rappelle, est uniquement offert en version à traction, alors que du côté de chez Lincoln, on propose le Corsair, qui est son équivalent, mais qui, lui, a droit au rouage intégral. Le Ford Escape, c'est quand même un véhicule qui est avec nous depuis plus de 20 ans. On l'a introduit en cours d'année 2000 et c'était une réponse des Américains au succès des Honda CR-V, des Toyota RAV4 et à l'époque du Suzuki Sidekick qui connaissait aussi beaucoup de succès. Alors Ford a été le premier chez les Américains à arriver avec un produit de ce genre-là et qui plus est avec une technologie hybride qui, on se souvient, avait été introduite pour la première fois en 2005. Alors ça, c'était révolutionnaire pour l'époque. On en a vendu énormément. Il y a beaucoup de taxis new-yorkais qui utilisaient ces véhicules-là parce que, évidemment, c'était des VUS polyvalents qui avaient l'avantage d'offrir une technologie hybride. Ça faisait à peu près 8 litres au 100 à l'époque, ce qui était drôlement plus intéressant que les moteurs V6 de l'Escape qui roulaient à 12 ou 13 litres au 100. Et évidemment, la technologie a énormément évolué et aujourd'hui, un Escape hybride, ça roule à 6 litres au 100. Alors, c'est quand même assez intéressant. Mais il faut se souvenir que l'Escape a connu un succès instantané. Il s'est situé au sommet des ventes de sa catégorie pendant plusieurs années, mais ces dernières années, ça a énormément baissé. Les RAV4, les CR-V, le Mazda CX-5, le Nissan Rogue sont tous des véhicules qui ont été plus populaires à une certaine époque que le Ford Escape, qui, lui, perd en popularité, du moins chez nous au Canada. Bien sûr parce que les prix ont monté, mais aussi parce que le Ford Bronco Sport partage la même salle de montre que le Ford Escape et s'adresse en quelque sorte à la même clientèle. Prendre place à bord du Ford Escape, c'est redécouvrir un véhicule dont la qualité de construction est quand même très impressionnante. C'est bien insonorisé, ça roule bien, c'est doux, c'est solidement fabriqué et ça, bien, ça augure bien pour le long terme parce qu'on le sait, il y a plusieurs produits Ford qui vieillissent plus ou moins bien, mais dans le cas de cette génération de l'Escape, je ne suis aucunement inquiet. On sait que le modèle de précédente génération était un véhicule très solide, quoique très sensible à la corrosion. Alors, est-ce que cette génération-ci sera également sensible? Pour régler le problème, bien, on fait un traitement anti-rouille annuel et je pense que le tour est joué. Mais c'est un véhicule très solide, ça se conduit très bien. Maintenant, on a modifié les gammes cette année. Il y a 6 versions de disponibles. Alors, je vous les nomme en rafale. La version Active, la version ST-Line. Ensuite, vous allez passer au modèle ST-Line Select, le modèle Platinum, le modèle ST-Line Elite, qui lui est le plus luxueux ou le plus sportif. Et finalement, bien, il y a une version hybride rechargeable, comme je le mentionnais, qui se situe au sommet de la gamme. Si vous optez pour les 2 premières versions, c'est un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,5 litres qui se trouve sous le capot. La même mécanique que vous allez retrouver sous le capot de la grande majorité des Bronco Sport, hormis la version Badlands. Alors, c'est pas un moteur très impressionnant parce qu'en vérité,
l'objectif d'avoir un moteur à 3 cylindres comme ça, c'est souvent pour économiser et à la pompe, bien sûr, et ça fonctionne pas puisque la moyenne de consommation combinée de ce moteur-là, c'est 8 litres au 100. On fait mieux chez la compétition avec des moteurs 4 cylindres, par exemple le RAV4, qui va consommer à peine plus de 7 litres au 100, 7 litres 5, avec un 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique. Alors, je pense que cette mécanique-là est pas très convaincante et c'est pour ça qu'on préfère aller vers un modèle équipé du moteur 2 litres turbo compressé, plus puissant, plus gourmand, bien sûr, parce que là, vous allez consommer 8,5 litres au 100 en moyenne, mais vous allez avoir 250 chevaux et surtout la possibilité de remorquer 3500 livres, ce qui est rare dans le segment. Il n'y a plus beaucoup de véhicules dans le segment des VUS compacts qui propose une capacité de remorquage à 3500 livres, mais l'Escape avec le moteur 2 litres le propose. Et attention, ce n'est pas le cas avec le Bronco Sport. On ne comprend pas pourquoi, mais le Bronco Sport équipé du moteur 2 litres turbo avec la même puissance, c'est 2200 livres de capacité de remorquage et dans le cas de l'Escape, c'est 3500 livres. Alors, il y a un point intéressant à ce niveau-là. Le moteur 2 litres, c'est une bonne mécanique, c'est fiable, c'est puissant, on le roule à l'ordinaire, il n'y a pas de problème. Alors, c'est vraiment une mécanique de prédilection. C'est celle que Ford pousse le plus d'ailleurs, mais vous pourriez aussi opter à partir du moment où vous avez sélectionné une version ST-Line Select, une version Platinum ou une version ST-Line Elite, bien, passer du moteur 4 cylindres de 2 litres au moteur hybride. L'hybride est disponible aussi avec la ST-Line de base, mais là, vous passez d'un moteur 3 cylindres au moteur hybride et le saut pour passer du 3 cylindres à l'hybride, c'est 6 000 $. Ça fait mal. Mais si on passe du moteur 4 cylindres 2 litres turbo à l'hybride, il y a un saut de 4 000 $, c'est quand même encore assez coûteux, mais ça peut valoir la peine si vous voulez évidemment économiser à la pompe parce que le moteur hybride, bien évidemment, c'est un moteur 2,5 litres atmosphérique accompagné d'une batterie, transmission CVT dans ce cas-là plutôt qu'une 8 vitesses comme avec le 3 cylindres et le 4 cylindres à essence. Mais dans ce cas-là, vous allez rouler à 6 litres au 100. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. C'est une mécanique qui non seulement va être capable d'offrir une puissance considérable, un rendement intéressant, mais aussi c'est une mécanique qui va être très frugale. Donc ça, c'est un avantage. Et que vous optiez pour un modèle à roue motrice avant ou un modèle à 4 roues motrices, vous allez avoir la même consommation de carburant. Ça vaut la peine pour moi de passer à la version 4 roues motrices parce que les 2600 $ de plus que vous allez débourser pour obtenir les 4 roues motrices, sauf si bien sûr c'est offert de série, là, ça dépend de la version, vous allez les récupérer à la revente, de toute façon. Alors comme le véhicule ne consomme pas plus, bien, ça vaut vraiment la peine d'aller là. Alors, ça, c'est la gamme mécanique. Puis évidemment, bien, au sommet de la gamme, c'est cette version-ci, hybride rechargeable. Alors là, encore une fois, 4 cylindres, 2,5 litres, atmosphérique, transmission CVT, mais on a une batterie de 14,4 kWh et une puissance maximale combinée à 221 chevaux. C'est pas une bombe de puissance, mais les accélérations sont franches, c'est quand même intéressant. Mais le point décevant pour moi, c'est le fait qu'on ait uniquement un modèle à roue motrice avant, alors que si vous optez, par exemple, chez Lincoln pour un Corsair, qui est l'équivalent de l'Escape, mais dans la gamme Lincoln, à ce moment-là, on peut obtenir les 4 roues motrices avec la même combinaison mécanique, avec une puissance qui est majorée à 266 chevaux. Donc là, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on va obtenir comme technologie mécanique dans un Outlander PHEV, dans un RAV4 Prime. 266 chevaux, c'est un petit peu plus convaincant. Mais à ce moment-là, l'autonomie électrique s'en voit affectée parce que c'est 43 km d'autonomie électrique seulement. Dans le cas de l'Escape hybride rechargeable, on annonce 60. Je vous avoue que dans le contexte actuel, dans les meilleures conditions, je n'ai pu faire mieux que 52, 53. Alors, est-ce que le 60 serait optimiste? Difficile à dire, mais on peut quand même faire 50 km aisément en mode 100% électrique. Et après ça, on tombe en mode hybride à 6 litres au 100. Alors, l'Escape que je conduis présentement, c'est le modèle le plus équipé avec la totalité des options qu'on peut ajouter à bord. Évidemment, hormis les accessoires, et Ford en propose beaucoup sur son site web, mais il y a différents groupes d'options,
dont le toit ouvrant panoramique, dont un groupe d'options qu'on appelle ensemble supérieur, qui coûte tout près de 5 000 $, où là, ça vient ajouter énormément d'accessoires, notamment cet écran de 12,3 pouces qui est juché au centre de la planche de bord. Je trouve que son intégration est beaucoup plus intéressante, autant sur le plan visuel que sur le plan ergonomique, que ce que vous allez retrouver, par exemple, dans un Ford Mustang Mach-E où on a planté un gros écran en plein milieu. C'est disgracieux et je vous avoue que c'est tellement gros qu'on s'y perd. Mais ici, 12,3 pouces, qualité graphique qui est exceptionnelle. L'instrumentation numérique, ça fonctionne à merveille et j'aime beaucoup la façon dont on a illustré le rendement énergétique du Escape PHEV parce qu'on voit en temps réel l'utilisation énergétique qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on roule en essence, en électrique, combien de kilomètres on a effectué en électrique par rapport à l'essence. On peut évidemment optimiser son rendement, essayer de faire mieux tout le temps, mais on comprend aussi comment la mécanique fonctionne et on apprend à mieux exploiter la motorisation du véhicule au quotidien. Alors ça, j'aime vraiment ça. L'illustration graphique, ça marche, c'est pas un problème. Bon, évidemment, l'écran central, on a Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça va de soi. Ça fonctionne très bien également. Il n'y a pas de glitch à ce niveau-là. On le voit souvent chez des constructeurs où il y a des problèmes, ça embarque, ça débarque. Mais dans ce cas-ci, pas de problème, j'ai rien vu jusqu'à maintenant. Et on a un assistant Alexa qui est intégré avec ça. Je vous avoue que moi, personnellement, je n'utilise pas cette technologie-là, mais pour ceux qui aiment ça, c'est désormais disponible. Ergonomiquement parlant, la seule lacune par rapport peut-être à un Escape 2021-2022, c'est le fait que les touches de ventilation soient désormais numériques placées au bas de cet écran de 12,3 pouces. Moi, je trouve ça plus ou moins intuitif. C'est pas complexe, mais j'aime des boutons physiques pour un système de climatisation et ça, malheureusement, on les a perdus. Sinon, la console centrale, c'est super bien, c'est bien aménagé. La position de conduite, elle est parfaite. On voit très bien de tous les côtés. Les sièges, l'assise est un peu courte, mais c'est très confortable pour de longs trajets. Vraiment, c'est un véhicule dans lequel on prend place et tout de suite, on se sent à l'aise. C'est pas nécessairement le cas de tous les VUS compacts du marché. Alors ça, je trouve que Ford a bien fait. Évidemment, ça dépend du genre de véhicule qu'on veut obtenir, mais la conduite de ce véhicule-ci se rapproche beaucoup plus de celle d'une voiture traditionnelle que d'un VUS un peu plus angulaire. Alors, on se sent moins dans un camion à bord de l'Escape que, par exemple, à bord d'un Toyota RAV4, qui est un camion un peu plus surélevé. Ça dépend bien sûr de ce qu'on aime, mais pour ceux qui veulent tout simplement avoir une position de conduite surélevée, mais le comportement routier qui se rapproche davantage de celui d'une voiture, ça, c'est un élément que l'Escape propose et c'est un élément que j'aime particulièrement parce que de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les VUS compacts sont de moins en moins compacts, sont de plus en plus hauts sur pattes et se conduisent de plus en plus comme des véhicules plus lourds, moins agiles. C'est pas le cas avec l'Escape. À la nuance que, bien sûr, si vous optez pour une version hybride rechargeable, vous allez sentir le poids supplémentaire de la batterie et ça, c'est pas nécessairement à son avantage. Le comportement routier d'une version à essence ou d'une version hybride traditionnelle est pour moi plus intéressant que celui de la version hybride rechargeable parce qu'on est venu évidemment intégrer une batterie de 14,4 kWh qui pèse lourd et qui vient affecter le comportement du véhicule, même si le centre de gravité demeure très bas parce que bien sûr, la batterie se situe au niveau du sol. Un mot également sur la présentation intérieure. Ça, c'est correct, mais c'est rien d'exceptionnel. La finition qui est dans la norme, la présentation, les choix de teintes, le choix des matériaux, c'est correct, mais encore une fois, on réinvente rien avec le Ford Escape. Je vous dirais qu'à ce niveau-là, et surtout compte tenu du prix qu'on facture, on aurait peut-être pu pousser ça un peu plus loin en offrant des matériaux un peu plus riches, des teintes qui sont plus originales. N'empêche, ça demeure un habitacle très polyvalent, très fonctionnel, soute à bagages qui est très pratique. Il y a de l'espace, même si le véhicule n'est pas parmi les plus volumineux du segment. Je trouve que l'espace intérieur est facilement exploitable. C'est un bon petit véhicule familial. Les prix maintenant avec l'Escape 2023, ça fait mal, croyez-moi, on n'est pas du tout compétitif et ça reflète la réalité du constructeur Ford qui, en ce moment, gonfle ses prix pour l'ensemble de ses produits. Ça explique peut-être un peu pourquoi on peine à vendre certains véhicules. Il y a pénurie de modèles également. L'Escape est peut-être un peu plus facile à obtenir que certains autres produits de la marque, mais quand même, les prix sont très élevés. À preuve,
35 044 c'est le prix d'entrée pour un Escape de base, roue motrice avant, moteur 3 cylindres turbo-compressé de 180 chevaux. Et vous allez monter la facture jusqu'à 48 944 pour une version hybride rechargeable comme celle-ci, sans option aucune. Maintenant, il faut savoir ceci. Si vous décidez d'opter pour un modèle hybride, le prix d'entrée est à 42 544 Ça, c'est pour un modèle roue motrice avant régulier. Ensuite, si vous voulez avoir une hybride à 4 roues motrices, sans option, 45 144 c'est le prix d'entrée. Donc, beaucoup plus cher qu'un hybride de base que vous obtiendriez du côté de chez Toyota, par exemple, ou même de chez Hyundai. Donc, la facture est quand même assez élevée. Et évidemment, bien, vous pouvez monter en gamme, mais aussi ajouter énormément d'options. Et si vous décidez d'opter pour un modèle ST-Line Elite hybride 4 roues motrices, tout équipé, mais sans accessoires du concessionnaire, il faut le souligner, mais là, vous êtes à 54 224 comprenant les différents groupes d'options qu'on peut ajouter à cette version-là. Alors, c'est énormément de sous, mais l'échelle de prix, comme je le mentionnais, 35 044 à 48 944 Maintenant, il faut savoir ceci. Si vous décidez d'opter pour une technologie hybride régulière, vous allez payer 6 000 de plus pour l'option de l'hybridation par rapport au moteur à 3 cylindres et 4 000 de plus par rapport au moteur 2 litres turbo compressé. Ajoutez maintenant le rouage intégral, c'est 2 600 de plus que pour un modèle à roue motrice avant. Alors, ça fait des options qui mènent la facture vers des sommets quand même assez élevés. Le véhicule qu'on a ici maintenant, le prix d'entrée est à 47 499 Vous ajoutez 600 de frais de peinture, 700 pour l'ensemble remorquage qu'on a ici et le groupe d'options au niveau qui, lui, coûte 4 930 Je vous nomme quelques éléments qu'on va y retrouver. Caméra sur 360 degrés, assistance au stationnement, un système audio Bang & Olufsen qui, lui, est quand même assez performant. Vous allez avoir la barre à DEL illuminée sur la calandre qui ceinture toute la partie avant du véhicule. L'écran central de 12,3 pouces, évidemment. Le cuir matelassé, vous l'avez vu, c'est quand même assez joli. Siège à mémoire, capteur de pluie, le chargeur pour téléphone cellulaire sans fil. Bref, plusieurs accessoires comme ça, mais c'est un groupe d'options de 4 930 donc ça fait grimper la facture de façon considérable. On ajoute ensuite le toit ouvrant panoramique pour 1 750 Ford applique un crédit de 750 en ce moment pour ce modèle-ci. Ça me fait un peu rigoler, je vous avoue, parce que les taux sont quand même assez élevés. Mais le prix final de ce véhicule-ci, c'est 56 924 Et là viennent entrer en ligne de compte les crédits gouvernementaux applicables. Ils sont de 7 500 Ils totalisent 7 500 taxes incluses. On obtient en fait 5 000 du fédéral puisque l'autonomie dépasse le 50 km. Alors, c'est la façon de calculer du côté du fédéral pour obtenir un maximum de crédit gouvernemental applicable sur un véhicule hybride rechargeable. Donc, 5 000 du fédéral, mais seulement 2 500 du provincial, puisque la batterie ou la taille de la batterie se situe sous les 15 kWh. Donc, c'est 14,4 kWh la taille de la batterie de ce véhicule-ci. Et ça fait en sorte que, par rapport à une batterie qui serait juste un peu plus grosse, bien, on va perdre 2 500 de crédit. Donc, 7 500 de crédit au total, ce qui veut dire que le coût du véhicule avant taxe est 50 401 Et vous aurez compris que Ford ne fait pas de cadeau avec les taux de financement. C'est 7,49 de taux de financement sur un terme de 72 mois, 7,99 sur une location 48 mois, 20 000 km par année. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous optez pour un modèle à essence, le taux de financement sur un terme de 72 mois, donc même chose, est à 3,99 à 2,99 pour un terme de 60 mois et ça continue de baisser comme ça. Donc, les taux sont beaucoup plus alléchants pour un modèle à essence. Ils sont juste un peu plus élevés pour un hybride régulier également. Je vous parlais de 3,99 pour le modèle à essence. C'est 4,99 pour un modèle hybride et 7,49 pour l'hybride rechargeable. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que Ford n'a pas l'intention de connaître beaucoup de succès avec l'hybride rechargeable. Ce sont des véhicules qui deviennent de plus en plus marginaux. Les taux de financement de location sont très élevés. On offre une seule version tout équipée qui est peu compétitive parce que si vous comparez la facture de ce véhicule-ci avec ce qu'on propose ailleurs sur le marché, bien, vous allez voir que ce n'est pas très convaincant.
À preuve, on avait mis à l'essai un peu plus tôt cette année le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV, la version GT Premium la plus luxueuse, évidemment avec 4 roues motrices, avec une autonomie légèrement supérieure, avec beaucoup plus d'espace, avec un équipement qui est très généreux aussi. Et le coût de revient, si vous décidez de financer le véhicule sur un terme de 72 mois, c'est le même montant au dollar près. Évidemment, entre un Escape à roues motrices avant qui offre moins de puissance et l'Outlander PHEV à 4 roues motrices proposant 3 rangées de sièges, beaucoup plus d'espace, de technologie, je pense que l'Outlander est pas mal plus convaincant. C'est également la même mensualité sur un terme de 72 mois qu'un Honda CR-V hybride Touring qu'on trouve extrêmement cher, mais qui connaît quand même un certain succès. Alors, que vous choisissiez le Honda CR-V Touring, non éligible aux crédits gouvernementaux, évidemment, le Outlander PHEV GT Premium, tout équipé, ou cet Escape hybride rechargeable avec quelques options, vous allez payer essentiellement 1 000 par mois sur un terme de 72 mois. Les taux sont très élevés dans les 3 cas, mais je pense qu'il y a des véhicules là-dedans qui sont plus convaincants que notre Escape et c'est peut-être la raison pour laquelle Ford risque de ne pas connaître beaucoup de succès avec ce produit-là. Remarquez, on va vendre toutes les unités qui entrent parce que ça entre au compte-gouttes, mais ce que Ford veut vendre réellement, ce sont des versions ST-Line à moteur 2 litres turbo avec rouage intégral, avec un maximum d'options, évidemment, pour aller chercher davantage de profit. C'est un véhicule plus convaincant en ce qui me concerne que ce véhicule-ci qui commence à battre de l'aile un peu par rapport à la compétition.